Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Donjons Dragons. Tu sais que c'est mon jeu vidéo préféré et surtout mon jeu de rôle préféré sur table. Effectivement, j'ai joué à Neverwinter Online, mais surtout mon jeu de rôle sur table préféré, puisque je suis MJ sur Donjons Dragons dans ma communauté et puis ailleurs. Je suis régulièrement d'initiation et très récemment, j'étais encore celui qui initiait à Hero Dragon, donc la version française de Donjons Dragons pour Black Book. Donc j'adore ce jeu-là. C'est vraiment le jeu dont je me sens plus proche. Pour le côté fantasy, médiéval, le roleplay, la capacité de créer beaucoup de personnages, donc des classes, des peuples différents, donc plus de 20 peuples différents, plus de 12 classes, plus tous les classes sont créées par les homebrew. Les homebrew sont foison sur Internet, d'accord? Parce que c'est le jeu numéro 1 qui est joué aux États-Unis, et on sait que les Américains sont très créatifs, d'accord? Donc, quelles sont les pratiques Donjons Dragons aujourd'hui, en 2021? Tu es prêt? Donc, je vais mettre en grand écran cette fois-ci mon diaporama. Parce que, petite anecdote, en fait, j'ai déjà fait un tournage de cette vidéo, mais j'avais oublié de mettre l'écran. Donc, c'est sûr que tu peux pas voir grand-chose. Donc, j'ai tout recommencé. Moi, je m'en suis rendu compte à la moitié. Donc, tu vois, je me fais des blagues de temps en temps. C'est rigolo. Donc, le quiz, c'est parti. N'hésite pas à prendre de quoi noter. C'est parti pour le quiz. Donc, à ton avis, combien y a-t-il de joueurs de D&D dans le monde? Est-ce qu'il y en a un, comme moi? Est-ce qu'il y a 1 million, 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 50 millions? Ou pourquoi pas 100 millions, 200 millions, 300 millions? À ton avis, combien il y a de millions de joueurs dans le monde? Je te donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mets ta réponse en commentaire en dessous, avant que je donne ma réponse. Et c'est 50 millions. 50 millions, t'as bien entendu, quasiment la population de la France, d'accord? C'est comme si avec tous les Français qui jouaient à D&D. Je te rassure, tous les Français ne jouent pas à D&D. Mais c'est la même population que la population française. Et où est-ce qu'on va la trouver? On va voir tout à l'heure, je te dis pas, suspense, on va le voir juste après. Où sont ces joueurs? Et sachant que dans les années 2012 et 2014, tu vois, on était à peu près à 14 millions de joueurs, dont 9,5 millions. Donc, sur la 5e édition en 2014. Donc, tu vois, en 2014, on était à peu près 14 millions, dont 9,5 millions sur la 5e édition. Et en 2020, on est à 50 millions. Donc, tu te doutes qu'effectivement, ça tourne plutôt bien pour Wizards of the Coast, qui est l'éditeur de Donjons Dragons. Maintenant, à ton avis, combien y a-t-il de MJ? Combien de maîtres de jeu, d'accord? De maîtres du donjon, MD, DM en anglais, dans le monde? Déjà, tu te doutes que l'ordre de grandeur, c'est quelques millions, d'accord? Donc, est-ce que c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions? 25 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mets en commentaire, c'est 3 millions. 3 millions. D'accord? 3 millions. Et oui. Et ces 3 millions-là font que, du coup, il y a un déficit de MJ, ce qui explique que tu vois, il y a des MJ pro qui se lancent pour répondre à la demande. Effectivement, il y a des MJ pro, notamment aux États-Unis, qui vivent que de ça. Même en France, on a des MJ pro. On a Julien Dutel, on a Fibre Tigre, qui vivent correctement de ce beau métier. Troisième question, dans quel pays D&D est le plus populaire? Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y a 50 millions de joueurs, 3 millions de MJ, mais où sont ces joueurs? Alors, il y en a en France, d'accord, bien sûr, mais est-ce que c'est en France qu'il y en a plus? Donc, à ton avis, mets en commentaire dans quel pays il y a le plus de joueurs. Je suis sûr qu'il y a un pays auquel tu penses qui fait partie du top 3. En numéro 10, on a Puerto Rico, d'accord, qui est le lieu de villégiature quasiment préféré des Américains, et qui est un endroit, effectivement, où on parle aussi bien l'espagnol, que l'américain, l'anglais. Ensuite, on arrive sur la sphère anglo-saxonne proprement dite, donc l'Irlande, numéro 9, d'accord. Là, on arrive sur les pays nordiques, européens nordiques, d'accord, donc on était sur l'Europe anglo-saxonne, maintenant l'Europe nordique, la Suède. Donc, je te rappelle en fait qu'il y a comme 10 millions d'habitants en Suède, donc le fait qu'il soit classé 8e, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs en Suède. United Kingdom, juste avant la Suède. Donc là, tu vois, United Kingdom, c'est à peu près dans les 60-110 millions d'habitants, ils ont à peu près autant qu'en France. Alors, qui est dans le top 6? Le Danemark. Il y a plus de joueurs au Danemark qu'au Royaume-Uni, tu te rends compte? Alors que c'est un pays qui a une population qui est à peu près 10 fois moins. Donc, très forte popularité.
En Norvège aussi. Dans la Norvège, tu as à peu près 6 millions d'habitants, donc très forte population D&D. Quatrième pays, Nouvelle-Zélande, donc on a un pays anglo-saxon, d'une culture qui est assez proche de la culture irlandaise et puis bretonne dont je suis originaire. Troisième place, l'Australie, donc un pays qui n'est pas très peuplé non plus, mais anglo-saxon, très ancré cette culture. Les États-Unis, bien sûr, en deuxième. Et en premier, le Canada, d'accord, qui lui est à la fois un pays nordique et un pays anglo-saxon. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Qu'effectivement, D&D, qui est un jeu qui est inspiré largement de Conan le Barbare, mais aussi du Seigneur des Anneaux, qui lui-même était inspiré de l'Edda poétique, de tous les sagas nordiques, est très implanté dans le monde anglo-saxon, d'accord, mais aussi dans le monde nordique. Et n'oublie pas que les Anglo-Saxons, à l'origine, sont des peuples nordiques aussi, d'accord. Donc ce qu'on peut conclure, effectivement, c'est que c'est dans ce monde-là, dans cette sphère-là, qui est très, 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 très présent. D'ailleurs, tu vois que la France n'y figure pas, l'Allemagne non plus. L'Allemagne, c'est Die Schwarze Auge, c'est l'œil noir. Et en France, c'est très varié. Il y a vraiment de tout. Donc, à ton avis, quel est le sexe et l'âge des joueurs de D&D? Est-ce que ce sont des anciens qui ont plus de 70-80 ans? Est-ce que ce sont des enfants qui ont moins de 10 ans? Eh bien, en fait, c'est ce que j'ai constaté sur le serveur Discord, notamment sur Discord D&D. Effectivement, l'essentiel des joueurs ont entre eux pour 20 et 24 ans. Tu vois, à peu près 1 sur 4, donc à peu près 24%, quasiment 25%, ont entre 20 et 24 ans. Alors déjà, en fait, c'est un jeu qui s'adresse aux jeunes, tu vois, c'est un jeu qui est orienté action, combat, donc c'est plutôt orienté, focalisé sur des jeunes, ou alors des gens qui ont l'esprit jeune, d'accord? Exploration, combat. Première dimension. Deuxième dimension, il y a le côté temps libre, d'accord? Quand est-ce qu'on a le plus de temps libre, notamment quand on est un garçon, parce qu'un seul des joueurs, tu le vois à droite, sont des joueurs, il y a 60% qui sont des garçons, 40% sont des filles. Donc il y a eu quand même un rééquilibrage. Mais initialement, c'était 90% de garçons, 10% de filles. Quand j'ai commencé à jouer il y a 25 ans. Donc il y a un rééquilibrage qui s'est fait sur les 30 dernières années. Heureusement. Tu vois qu'au fur et à mesure que le temps diminue, donc par exemple, tu vois, tu as les études poussées, tu es supérieur, donc 25-29 ans, début d'entrée professionnelle, on passe à 18. 34 ans, pareil, on est dans le monde pro, on a moins de temps. Et après, on sort des enfants, tu vois, 14%, 13%. Donc ça suit, tu vois, un petit peu l'évolution sociétale des couches de joueurs. À ton avis, ça fait combien de temps que D&D dirige le monde JDR? Et de ce fait, Wizard of the Coast? Eh bien, ça fait 47 ans. Tu te rends compte? Presque 50 ans. Et oui, parce que la première fois que D&D est sorti officiellement, a été édité, c'était en 1974. C'était 7 ans avant que je naisse. Et que D&D connaît 7 années consécutives de croissance, qui est vraiment génial, surtout quand on voit d'où ils partent avec la 4e édition, c'est vraiment assez extraordinaire. Et ils ont une croissance de l'ordre de 33% des ventes, donc c'est assez considérable. Maintenant, en fonction de tes affinités, à ton avis, quel aliment est-ce que tu es plus sensible de choisir? Déjà, réfléchis, quelles sont tes affinités politiques? Est-ce que tu te sens plus proche d'un parti que de l'autre ou d'aucun? Et du coup, quel type de profil tu as tendance à jouer? Eh bien, effectivement, les études montrent que statistiquement, on a tendance à plutôt suivre un aliment en fonction de nos croyances politiques, d'accord? Donc, par exemple, en Angleterre, si tu es conservateur, d'accord, le parti conservateur, tu as 51% de chance de choisir Loyal Bon, de jouer un paladin, tu vois, par exemple. Si, au contraire, tu es plutôt sensibilité de gauche, d'accord, un peu plus populaire, un peu plus aussi progressiste, tu as plus de chances, 52% de chances d'être chaotic good. Et entre les deux, c'est à peu près équilibré, d'accord? Donc c'est rigolo de voir ces deux extrêmes. Maintenant, en fonction de ton âge et ton sexe, d'accord? Ton âge et ton sexe, quel aliment tu es plus susceptible de choisir? Et bien ça, c'est rigolo, tu vois. Parce que si on regarde, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est en haut, tu vois, les chaotiques neutres sont à 2/3 des garçons et 1/3 seulement des filles. Donc, effectivement, ce que l'on voit autour de la table, et ce qui est un petit peu vrai aussi dans nos sociétés occidentales, c'est que les femmes ont tendance à se mettre plus la pression et à chercher le bien. Effectivement, comme elles sont des créatrices de vie, elles aspirent à donner du bon, donner la vie, donner du bien-être aux autres. Donc, elles ont plus tendance, tu vois, on les voit, elles ont tendance à être plus neutre bonne, d'accord? Alors que les hommes sont plutôt axés sur la liberté, un peu plus égoïstes. C'est assez stéréotypé ce que je te dis, mais dans les grandes lignes, c'est quand même plutôt vrai. Donc, ont plus tendance à être des chaotiques neutres. Et c'est ce que j'ai vu sur les tables autour de moi. Les hommes avaient tendance à être plus neutres.
Maintenant, en fonction de l'âge. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'en fonction des générations, tu vois, on n'a pas la même perception des choses. Donc, par exemple, tu vois, si tu as entre 18 et 24 ans, tu as plus de chances d'être chaotique neutre, par exemple, que d'être neutre bon. D'accord? Donc, effectivement, entre 18 et 24 ans, les générations actuelles sont très chaotiques. Et dans leur comportement, sont plutôt neutres. Ils ont grandi dans un monde assez sombre. Et ça se traduit dans leur comportement, ils sont plutôt neutres. Et ensuite, si on regarde à l'autre spectre, tu vois, si tu as plus de 60 ans, et bah du coup, tu as plus de chances d'être neutre bon. D'accord? 28% contre 13%. 2 fois plus de chances. Donc, conclusion, tu vois, si tu es une femme âgée, en gros, tu vas plutôt choisir neutre bon. Si tu es un jeune homme de moins de 24 ans, tu auras tendance à choisir d'être chaotique neutre. Est-ce que ça résonne avec toi? N'hésite pas à mettre en commentaire. Ensuite, quel niveau des campagnes? Donc, si tu as déjà participé à des campagnes, tu l'as certainement vu. C'est très, très, très rare que quelqu'un t'annonce « Ah, j'ai fait une campagne au niveau 1 à 20 ». Souvent, ce sont de vieux briscards qui jouent entre amis depuis des années, hein, d'accord, et qui l'ont fait. Donc, j'en connais quelques-uns. Je connais Émeric, par exemple, sur Nantes, qui est un petit peu un des gros joueurs de D&D à Nantes. Lui, effectivement. Globo aussi. Mais mis à part ces exemples assez extraordinaires, c'est rare de dire qu'on a fait une campagne niveau 20. Personnellement, moi, alors que j'ai quand même 25 ans de boutique, j'ai fait une campagne jusqu'au niveau 13, en tant que joueur, et aussi en tant qu'MJ. Et j'ai animé 3 campagnes jusqu'au niveau 5, et 2 à 3 campagnes jusqu'au niveau 8, d'accord? Donc tu vois, si tu regardes les stats, tu vois qu'à peu près la moitié des campagnes se jouent entre niveau 1 et niveau 1 et 8, grosso modo, d'accord? C'est même plus resserré, hein, c'est entre 1 et 5 même. 1 et 5 la moitié, et les 2 tiers entre 1 et 8. C'est très très rare de dépasser niveau 10, hein, comme tu le vois ici. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que les gens s'entendent bien, les contraintes de temps, d'accord? On est dans un monde qui vit vraiment en accéléré. Du coup, le temps ressenti disponible est plus faible, et le temps de concentration des gens a tendance à diminuer aussi. Et ça favorise pas non plus. Alors, ce qui est un petit peu contrebalancer ça, c'est les outils numériques, tu vois, le fait d'avoir Discord, qui permet d'avoir une flexibilité, hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent sur Discord. Et ça, je l'ai vu sur ma communauté, et sur les communautés au sein desquelles j'agis. Très bien. Maintenant, ensuite, quelles sont les armes les plus utilisées dans D&D, à ton avis? Mets en commentaire, avant que je monte la vidéo. Est-ce que pour toi, c'est l'épée longue? Est-ce que c'est l'arc, la dague? Et bien, de loin, l'arme la plus utilisée, c'est la dague. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième arme la plus facilement choisie, d'accord? Parce qu'en fait, c'est une arme qui est flexible, qui permet de nous défendre si jamais on perd notre arme principale. D'accord? Et tous les autres, après, tu vois, c'est l'épée courte, qui permet d'avoir la flexibilité aussi, qui permet de jouer avec la dextérité. Ensuite, la chaman aussi, qui est une arme simple. En gros, les armes légères et simples, d'accord? Et aussi, tu vois, l'arbalète légère. La rapière aussi, relativement utilisée. Ensuite, tu vois, c'est l'arc long. Puis après, ça diminue, jusqu'au l'extrémité, tu vois, donc le fouet à 1%, l'arbalète lourd 1%, boomerang 1%, le glaive 1%, et la masse 1%. Très bien. Maintenant, on revient un petit peu de façon macro. Donc, quelles ont été les évolutions de recherche sur D&D sur Google? Donc là, tu ne dois pas avoir d'idée, hein. En fait, tu vois, la 4e édition a été relativement mal ressentie par le public. D'ailleurs, elle s'est mal vendue, hein. Et c'est une époque où Wizards of the Coast posait beaucoup de questions par rapport à la franchise. Et tu vois qu'il y avait une baisse constante des ventes jusqu'à arriver à un plateau, tu vois, qui est vraiment le seuil voilà, de ceux qui resteront là coûte que coûte, hein, qui sont les vrais fans de D&D. Et tu vois que l'intérêt a augmenté à partir de 2013-2014, tu vois. En gros, la sortie de la 5e édition, d'accord? La 5e édition est sortie en 2014. C'est là que les ventes sont parties, l'intérêt des ventes sont parties. Donc, tu vois, actuellement, 2020-2021, il y a 2 fois plus de recherches sur D&D sur Google qu'il y en avait, tu vois, par exemple, en 2004. Et par rapport à 2012, tu vois, le creux, cette fois-ci, il y en a 4 fois plus. Donc, tu vois que les ventes ont vraiment explosé. D'ailleurs, on le voit au sourire des créateurs. Les créateurs voient qu'il y a du répondant. Et sur D&D Live, on ressent cette énergie d'amour, de joie, de plaisir de passer du temps ensemble. Et c'est vraiment chouette à voir, bien sûr. Ensuite, quelle a été l'évolution de l'intérêt pour D&D au cours du temps? Tu te doutes que c'est un peu la même courbe, hein, d'accord? Donc, il y a une courbe plutôt à la baisse, d'accord? Donc, 4e édition, 3.5, 4e, où ça baissait.
où, tu vois, ils n'arrivaient pas trop à trouver leur public. Et à partir du moment où ils sont sortis à la 5e édition, ça a commencé à repartir tranquillement. Ensuite, ils P ont mis un coup de boost, un coup d'accélérateur assez fondamental. Donc, ça a accéléré les choses. Et puis après, ils ont fait des partenaires croisés. Tu vois, ils ont mis en place du D&D Live, qui n'était pas existant avant. Donc, tu vois, tous les vidéos. Donc, voilà, ils ont vraiment utilisé tous les outils vidéo à leur disposition pour valoriser. Puis, ils ont créé des ponts entre Magic et D&D pour rassembler deux communautés. Et du coup, bah, tu vois que là, l'intérêt a augmenté. Du coup, les ventes aussi. Et du coup, quelles ont été les évolutions des ventes de livres D&D? Bah, tu te doutes que ça a augmenté, d'accord? Donc, ça a baissé, en gros, entre 2009 et 2013. Donc, tu vois, la 3.5 4e édition. Et à partir de la 5e édition, tu vois que les ventes ont vraiment augmenté de façon significative. D'accord? 40 000. On est passé entre 2013 et 2014, tu vois, de l'ordre de, allez, 15 000. De 15 000 à peu près 40 000. Donc, on a multiplié quasiment par 3 les ventes en une année, tu vois, à partir de la 5e édition. Et puis après, ces ventes ont augmenté en moyenne de 33% par an, jusqu'à atteindre des sommets au-delà de 90 000. D'accord? Si on compare la première année et la 5e édition, on a plus que multiplié par 2 les ventes. Donc quelque chose de considérable. Hein. D'ailleurs, si tu vas sur Amazon.com, tu regardes les ventes sur D&D, tu vois que les ventes sont très fortes et que même ponctuellement, les livres de D&D font les mêmes ventes ponctuelles sur Amazon.com que par exemple les livres de Harry Potter. D'accord? Si tu regardes en fantasy. Donc si on regarde, tu vois, la croissance des communautés, donc 2014-2015, une petite croissance, d'accord? Donc déjà, c'est encourageant. 2015-2016, une croissance plus importante. Et tu vois, la croissance s'est accélérée 2017-2018. Ce qui fait qu'en 2018, effectivement, on a plus du double de la communauté de 2014. La pandémie est dans, d'accord? C'est aussi pour ça que j'ai créé ma communauté, donc les JDR d'Alban et de ses amis sur Discord. Et ben du coup, on souhaitait jouer, on est vraiment des joueurs dans l'âme. On souhaitait continuer à jouer, on a développé des communautés en ligne, et du coup, on a commencé à utiliser les VTT, d'accord? Les Virtual Tabletop, comme Roll20, comme Foundry, ou Astral. Et ben du coup, quelle a été la part des parties D&D sur Roll20? Eh bien, quel que soit, tu vois, les moments où j'ai regardé ces stats-là, eh bien, ça a toujours été un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le jeu majoritaire, d'accord? Et cela se voit aussi dans les ventes de D&D, à plus de 50%, c'est D&D 5e édition, d'accord? Le jeu le plus vendu, le plus ancien, le plus ancré, mais aussi qui est capable d'évoluer, de proposer toujours des suppléments différents. Donc c'est extraordinaire. Le deuxième jeu le plus joué, l'Appel de Cthulhu, d'accord? C'est un des jeux les plus anciens aussi, avec RuneQuest, qui est sorti en toute fin des années 70, début des années 80. D'ailleurs, j'ai la première édition à la maison. Il y avait des boîtes, tu sais, des boîtes à l'époque. Donc jeu plutôt d'ambiance, soit horreur, enquête, début des années 20 souvent. Ensuite, on a tous les D&D-like, donc Pathfinder, première édition, deuxième édition, et 3.5, toi qui est un petit peu plus loin. Donc si tu totalises tous les D&D et D&D-like, tu approches les 60%, tu vois, donc c'est énorme. Ensuite, tu as Warhammer, donc un univers au lore très très riche, très dense, très bien alimenté, avec la première, deuxième, troisième, quatrième édition. Tout ce qui est le monde de World of Darkness, d'accord, le monde des ténèbres, donc qui est plutôt, tu vois, de la fantasy contemporaine, avec des vampires, des loups-garous, des changelins. Ensuite, tu as tout ce qui est système apocalypse, Star Wars, et enfin tous les autres jeux. Donc tu vois, les principales licences, qui sont surtout des licences qui se vendent bien aux États-Unis, qui se vendent bien dans le monde nordique. Hein. D'ailleurs, tu vois que les jeux de Free League sont pas trop dans les stats là, pour l'instant, alors que ce sont d'excellents jeux. Mais effectivement, ils font pas tant que ça de vente par rapport aux jeux américains. Et du coup, à ton avis, quel est le peuple le plus joué dans D&D? Eh ben, on va commencer par les peuples les moins joués. D'ailleurs, je t'incite, si tu es MJ, à faire jouer ces peuples-là pour les faire découvrir. Et si tu es joueur, je t'incite aussi à créer, d'accord? Créer des choses originales, créer des personnages qui sortent du commun. Cela apporte de la fraîcheur autour de la table, cela apporte vraiment beaucoup de bien-être et de joie, d'accord? Alors les Kenku. Alors déjà, en fait, ce sont des corbeaux humanoïdes, donc déjà, cette fois, ça fait pas tellement envie, ça fait pas rêver. Souvent, ce sont des voleurs qui font partie de guildes, ce sont des assassins qui adorent tout ce qui brille, qui adorent l'or, l'argent. Mais tu peux aussi jouer des Kenku un peu plus subtils, un peu plus bourgeois, d'accord? Un peu plus altiers. Surtout si tu joues dans un contexte steampunk. Hein. Voilà, imagine un steampunk avec des animaux anthropomorphiques comme ici. Donc, effectivement, le Kenku plus classique, c'est celui de gauche. Sinon, tu as le Kenku qui est sorcier. Voilà. Kenku sorcier, donc tu peux jouer un druide, sorcier, magicien. Côté mystique, peut être sympa aussi. Renouant ainsi, tu vois, avec la tradition que les corneilles sont associées aux magiciens, comme on le voit avec Odin, par exemple.
et la symbolique de la corneille, qui est associée à la sorcière, la magicienne, très souvent. Niveau 19. 19e, le deuxième moins joué, les Arfolk, les peuples lézards, qui sont largement concurrencés par leurs cousins et Dragonborn, Drakeid. Donc tu peux jouer des guerriers, tu peux jouer des enfants éventuellement, si on propose des campagnes des enfants. Donc souvent, effectivement, ce sont des guerriers, des barbares, qui vivent de façon tribale, souvent dans des zones plutôt marécageuses, d'accord, qui sont peu habitées par d'autres peuples. Donc ne sont pas très aimés, malheureusement. Effectivement, ne sont pas très proches des armes ou les humains. Ensuite, tu as les Changelins, qui sont issus du monde d'Eberron, qui sont des peuples qui ont la capacité, tu vois, d'adopter des allures et des visages de personnes qu'ils voient. Donc, tu vois, traditionnellement, ils n'ont pas de pupilles, ils n'ont quasiment pas d'yeux, ils ont des yeux blancs, peau blanche, cheveux blancs, qui leur permet de s'adapter à tout. Tu peux jouer des hommes, des femmes un peu sexy, comme tu vois au milieu, et des robbers, donc des voleurs, des gens qui s'amusent à se faire passer pour des bourgeois, par exemple, comme tu vois cet homme-là. Donc sympa si tu veux jouer des gens un peu duel. 17e, là on commence à rentrer dans les personnages qui sont un tout petit peu joués. Donc sur ma table, j'ai eu un Turtle, par exemple, Turtle rouge, qu'on disait qu'il était anthropophage, parce qu'en fait, il s'était trompé une fois le joueur, entre anthropomorphique et anthropophage. Du coup, c'est resté, tu vois, comme une petite blague privée entre nous. Donc les Turtles, très sympas. Un peuple posé, méditant, tranquille, pépère. Qui font de bons bardes, de bons moines aussi, qui peuvent faire des guerriers éventuellement. Ensuite, un peuple que j'aime beaucoup aussi, comme les Turtles, c'est les Firbolg, qui sont les peuples de géants les plus gentils, les plus positifs, qui sont des protecteurs de leur forêt, tu vois, comme le druide que tu vois à gauche. Sur une de mes tables à Wildemount, donc ce Wildemount, en fait, tu vois, c'est un supplément qui est développé par Matthew Mercer. D'accord, le MJ, le Critical Role. Super supplément. Alors, s'il y a l'équation, tu peux le prendre, tu l'apprends-le, il est top. Donc j'avais un Firbolg, tu vois, à ma table à Wildemount, qui protégeait et qui a essayé de faire en sorte qu'un ours ne soit pas tué par le groupe. Et finalement, il n'a pas été tué, l'ours, donc bien joué à toi. Tu peux jouer aussi des femmes, d'accord, des femmes Fireball, des druidesses. En général, c'est proche de nature, tu vois, des druidesses, des rôdeuses, des sorcereurs, tu vois, choses comme ça. 15e, Warforge. Donc un de mes amis, Guillaume, les adore, parce que ce sont des guerriers solides, tu vois. Donc c'est un peu des robots faits d'acier. En fait, en tout cas, leur corps est robotique, d'accord, et métallique. Par contre, ils ont droit à une âme humaine, donc ils sont en comportement humain. Donc ils ont été conçus pour combattre pour les différentes nations qui combattaient sur Corvair, donc principal continent d'Eberron. Des hommes, des femmes, donc des guerriers, des barbares, tu vois. C'est bien te battre, c'est sympa. En termes de roleplay, c'est sympa les tabaxis, tu vois, parce qu'ils sont un peu roublards, ils sont agiles, ils sont un peu comme les chats, tu vois, un peu fainéants, assez individualistes aussi. Donc tu peux jouer des tabaxis barbares, tu vois, un peu plus sauvages, comme tu as à gauche, des roublards, comme tu vois au milieu, ou à droite. Tu peux jouer des hommes, des femmes, bien sûr, des femmes assez subtiles, assez légères, aériennes, des hommes guerriers. Donc souvent, effectivement, ce sont des peuples assez intéressants. En général, j'aime bien les animaux anthropomorphiques, personnellement. Donc c'est avec grand plaisir que je les accueille. Ensuite, tu as les Aarakocra, pour les gens qui aiment bien les oiseaux de proie, d'accord, les aigles, les faucons, par exemple. Donc ce sont des peuples qui vivent en tribu, et du coup, qui vivent un petit peu exclus du monde, mais qui font de très très bons guerriers, des bons barbares aussi. Gens simples, droits. Ensuite, dans les peuples moins joués, 12e place, tu as les gnomes, donc qui est le peuple en fait le plus proche des humains, qui est le moins joué, donc qui ont une affinité naturelle avec la magie, des êtres très magiques, d'accord, comme les elfes. Donc ils font de très bons magiciens, wizards, très bons sorcereurs, qui font de bons druides aussi, parce qu'ils sont proches de la nature, et qui font enfin de très bons rôdeurs, d'accord, ou rôdeuses. D'ailleurs, effectivement, dans les formes, en général, ils sont plutôt fins. Tu peux imaginer d'autres qui sont plus ronds, comme celle-ci, cette femme-ci. Et ils font aussi, comme ils sont créatifs, de très très bons bardes, d'accord, comme tu vois les deux bardesses, spécialistes de la cithare ou du violon. Et enfin, une dernière rôdeuse, c'est illustration qui est dans le PHB, PN Book 5e édition. Ensuite,
Un autre peuple que j'aime beaucoup, plutôt dans le registre barbare, bestial, tu vois, direct. Donc tu as les Goliaths, qui sont à mi-chemin entre l'humain et le géant, donc des demi-géants, qui ont une force colossale, une puissance incroyable, une capacité à protéger. D'ailleurs, sur ma première longue campagne en tant que MJ, il y avait une Goliath qui était jouée par une jeune femme qui était assez imposante, elle aussi. Et voilà, une femme au cœur d'or, très puissante, mais au cœur d'or. Donc ça adore se battre avec des gros marteaux, des grosses haches. Bon, ils font pas d'insubtilité, je te casse pas, mais ils sont très intéressants si tu veux jouer des personnages entiers. Ensuite, tu as demi-orques, si t'aimes bien les gros bourrins, costauds, mais qui peuvent quand même avoir du cœur, bien sûr. Hein. Donc là, tu as un rôdeur, une guerrière, qu'on trouve dans le PHB, un guerrier, qui peut être aussi un paladin, une rogue, deux rogues, tu vois. Donc effectivement, ils font de beaux roublards. Et si tu veux les jouer en mode je rachète les péchés de mon peuple, tu peux jouer en paladin. D'ailleurs, un paladin demi-orc dans le PHB aussi. Ensuite, un autre peuple que j'adore sont les Génazis, qui sont en fait des peuples issus d'un élément, d'accord? Donc les Génazis du feu, de l'air, de la terre, de l'eau. Donc si tu envoies une du feu et un de l'air en situation, donc ils ont vraiment cette affinité magique puissante avec leur élément. Donc là, tu vois un autre qui peut être soit de l'eau, soit de l'air. Elle aussi, elle peut être soit de l'eau, soit de l'air. Tu peux choisir. Et lui, par contre, il est clairement de la terre. Tu vois, il a une couleur sombre, puissante. En général, c'est vrai que ces bleus-là, c'est un peu plus l'air, d'accord? Un peu plus. Mais ça peut être l'eau aussi. C'est adaptable. Enfin, un peuple que j'aime beaucoup, qui est quand même trop peu joué, tu vois, sont les Azimars. Les Azimars, en fait, ce sont des humains qui ont une ascendance angélique, donc qui ont dans les ancêtres des anges, et du coup, qui ont cette droiture, cette pureté. Tu sais à quel point j'adore les anges. D'ailleurs, je propose une méditation avec les anges. Donc, j'adore ce peuple-là. Par contre, ils sont pas faciles à jouer dans un monde qui est souvent assez sombre, assez triste. Mais ils sont fascinants. Donc, tu peux jouer des guerriers, surtout des paladins, d'excellents paladins. Des moines, comme tu as pu voir, les moinesses. Tu peux jouer aussi des Fallen Azimar, comme tu vois à gauche, donc qui ont une histoire assez sombre. Donc, une paladine, comme tu vois à droite. Et puis, au milieu, tu vois une paladine guerrière. De façon un peu plus asiatique, tu vois, comme dans Anima. Très sympa. Donc, tu vois un côté aérien, ou un côté un peu plus chibi, un peu plus, tu vois, japonais, hein, sympa, avec cette Azimar japonisante. Et enfin, on arrive dans le top 8, tu vois, les Halflins, qui sont encore trop peu joués. Donc un petit peuple comme les gnomes, sauf que les Halflins ont tendance à être un peu plus légers que les gnomes. Petits, légers, subtils, très intelligents, et souvent de bons rublards, comme tu vois, avec cette Halfling qui fait croire, en fait, qui détourne l'attention d'un humain pour lui voler sa bourse. Une jeune Halfling, tu vois, plutôt dans le style irlandais, très sympa, et puis une autre, tu vois, à la française, on peut dire. Très bien. Donc tu peux aussi jouer des halflins barbares si tu veux jouer original. Ça peut être sympa. Bon, en termes de stats, ça va pas être foufou, hein, mais c'est fun en termes de RP. Tu peux aussi jouer des halflins druides, peut être sympa, comme ce jeune-là, ou alors des rôdeurs, des explorateurs. Effectivement, les halflins font de bons explorateurs de la nature. D'accord? Ou des bardes, ou tu vois des magiciens. Magiciens roublards. Très bien. Et ben on arrive dans les 6 premiers, donc les Dragonborn. C'est un peuple que j'aime beaucoup jouer. J'ai joué des paladins Dragonborn, un doré et un argenté. Si tu aimes bien jouer des Dragonborn assez humoristiques, rigolos, caustiques, etc., tu peux jouer un bard, comme tu vois à gauche, qui joue du pipeau. Mais tu peux aussi jouer des paladins, des solides Dragonborn, comme tu vois au milieu. Tu peux jouer des sorciers Dragonborn, comme tu vois à droite. Parce qu'ils ont une affinité naturelle avec la magie, hein, parce que ce sont des descendants des dragons. D'ailleurs, il y a un supplément qui va sortir sur les dragons, et j'espère qu'ils parleront un petit peu de Dragonborn dedans. Et enfin, on arrive sur le top 5. Donc, en entrée top 5, on a les nains, d'accord? Donc, les nains, fier peuple, ancien peuple, hein, avec les elfes, avant que les humains arrivent. Donc, de très bons guerriers qui vivent dans des forteresses, sous les montagnes, souvent. De très bons clercs aussi. Donc, tu vois un guerrier à gauche, tu vois une clerc à droite. Sans doute de Moradin. Ici, tu vois un nain qui est issu de l'univers Magic, qui peut être adaptable dans D&D, hein, tu vois, c'est un roi nain.
qui était joué en rouge à Magic, il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu vois un simple explorateur nain, là. Donc souvent des gens assez solides, ancrés, terre à terre, direct, assez bruts de décoffrage. Donc souvent, tu vois, si je pense à un peuple, je pense soit aux Allemands, tu vois, un petit peu aux Norvégiens. Les Norvégiens sont plutôt grands, donc... et encore, les Allemands sont grands aussi. Donc ouais, c'est peut-être un mélange entre des Suisses et des Allemands, des Norvégiens, ces eaux-là, tu vois. Mais des nains, t'en as un petit peu partout. Ensuite, t'as les Tieflins, niveau 4, donc ils sont plus joués que les nains. Toi, j'étais assez étonné de voir ça. Effectivement, régulièrement sur les tables, je trouve des Tieflins. Pour des gens qui veulent jouer des chaotiques neutres, qui, bah, du coup, peuvent faire des sales coups aux membres de leur groupe. Donc, tu peux avoir des ensorceleurs. Souvent, ce sont des warlocks, hein, ou des sorcereurs. Tu peux avoir des guerriers aussi, hein, des roublards. Donc, souvent, leur peau est couleur foncée, donc rouge, voire grise ou noire, ou violette. Hein. Souvent, c'est rouge à violet. Mais tu peux avoir grise, hein, comme tu vois ici. Et assez souvent, ils portent des cornes qui montrent leur ascendance démoniaque. Et ils sont souvent assez fins. Et certains ont la peau bleue aussi, donc ça, c'est un peu des exceptions, comme on l'a vu avec Critical Role, pour donner un côté un peu plus aquatique. Voilà, bleu, gris, noir. Tu vois une paladine ici, paladine noire. Et tu vois ici un sorcereur. Et on arrive dans le top 3. Et ben, on a les demi-elfes, d'accord, qui sont à mi-chemin entre l'humain et l'elfe, qui ont, du côté de l'elfe, un petit peu de l'agilité, un petit peu de la subtilité, d'accord, ce qui en fait d'excellents bardes, notamment, et aussi de bons magiciens, de bons clercs, comme tu vois ici. Donc tu vois une barde, une bardesse, hein, tu vois, qui a le côté lyrique, le côté léger, subtil. À gauche, tu vois quelqu'un qui pourrait être soit un roublard, soit un guerrier, tu vois, ou un rôdeur, demi-elfe. Voilà, tu peux avoir une guerrière avec une guerre arcanique, par exemple, ou une magicienne, une rôdeuse, des rôdeuses, demi-elfes. Donc voilà. Ce qui est bien, tu vois, c'est que c'est assez flexible. Tu peux jouer à la fois des profils plutôt orientés humains, plutôt elfes, un peu des deux. Par contre, le problème en T2RP, c'est que tu vas te faire rejeter par les deux communautés. Parce que les humains vont voir la partie elfique en toi, et les elfes vont voir la partie humaine en toi. Donc, c'est vraiment pour jouer un paria, d'accord? Ensuite, tu as les elfes, donc les elfes sylvains, d'accord? Les elfes des bois, qui sont d'excellents rôdeurs, d'excellents druides, spécialistes de la forêt, mais aussi de très bons guerriers, très agiles. Donc les druides, comme tu vois ici, proches des arbres, de la nature. Encore une rôdeuse là. Tu as aussi, à côté des elfes des bois, tu as les hauts elfes, qui vivent plutôt dans les villes, qui sont plutôt des hauts magiciens, des magiciens de très haut niveau, comme cette jeune femme, tu vois. Donc assez fier d'eux. Tu as aussi les elfes urbains, comme tu as cette barde ou ce barde. Et tu as des elfes qui sont dans des situations où ils mettent en valeur la beauté de leur corps, comme tu vois ici. Tu vois, avec un magnifique elfe, une posture suggestive et une esthétique plutôt japonisante. Effectivement, c'est une japonaise qui a conçu cette magnifique elfe. Et voilà, en elfe urbain, bah, tu as les roublards, bien sûr, d'accord. Tu as aussi les diplomates, les rois, les reines elfes, les mages elfes et les bons guerriers. Et enfin, numéro 1. En fait, c'est pas si étonnant que ça, même si ça peut l'être un peu. Hein. En fait, c'est le plus facile hein, quand on ne veut pas se prendre la tête. Si on est humain, on incarne un humain. Effectivement, c'est ce que choisissent la plupart des gens. Donc les humains, tu peux tout faire. Hein. Ils sont adaptables, comme on le sait. Donc, tu peux faire des guerriers, des rôdeurs, des explorateurs, cartographes, des magiciens. Tu peux vraiment faire de tout. Donc les humains, le plus joué. Donc si on regarde ça sous forme de camembert, donc tu vois que 22% des joueurs choisissent, donc quasiment 1 sur 5, à peu près 1 sur 5 choisissent les humains. Après, tu vois, tu as 14% des elfes, 10% demi-elfes, Tieflin, tu es autour de 7%, Nain, tu es autour de 6,5%, 6,2%, puis ensuite tout le reste en dessous des 5%. D'accord? Avec, tu vois, un gros ventre mou, on va dire, entre gnome et elflin, où on se situe entre 3,66, tu vois, et 4,88, en gros, entre 4 et 6. Et des trucs très rares, Aracocrate, Abaxi, Warforge, Firbolg, Turtle, Changelin, Zarfog, Kenku, très 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 rares.
Donc si tu veux faire quelque chose de rare, tu vois où il faut aller. Hein. Donc à ton avis, quelle classe a pu jouer? Je te laisse un tout petit peu de temps de réflexion, mais je pense que tu as une petite idée là-dessus. Et effectivement, la classe a pu jouer, c'est le guerrier. Pourquoi? Alors traditionnellement, dans l'histoire de Donjons et Dragons, il y avait 3 classes. Voilà, après, il y avait effectivement les peuples qui étaient des classes, mais ça, je mets un peu de côté, c'est un cas à part. Il y avait le guerrier, le voleur, le magicien. Et traditionnellement, les gens qui ne savaient pas trop quoi jouer, qui ne voulaient pas trop se prendre la tête, choisissaient le guerrier, sans trop réfléchir. D'accord? Voilà, je suis spécialiste du combat. Et bien effectivement, ça se retrouve encore sur la 5e édition, tu vois. 13% à peu près des gens choisissent guerrier. Ensuite, effectivement, c'est l'équivalent du voleur de l'époque, le roublard, à 10%. Ensuite, tu as sorcier, magicien, clerc, barbare et rôdeur, ensorceleur qui sont autour des 8 à 9%. D'accord? Et paladin. Et ensuite, tu as 7% le moine, 7% le barde et 6% le druide. Donc, grosso modo, tu vois, c'est relativement bien réparti avec, tu vois, comme dominante, guerrier, roublard, sorcier, magicien, clair. Et tu vois, si tu regardes en fonction des tirs, hein, sur niveau 1 à 5, tir 1, 6 à 10, tir 2, 11 à 15, 16 à 20, grosso modo, on voit que c'est à peu près la même répartition. D'accord, grosso modo. Hein. Il y a des variations, mais ça ne change pas beaucoup. Donc, à ton avis, quelle est l'association classe-peuple les moins jouées? Après, on parlera des plus joués. Donc, pour ça, on va s'inspirer, tu vois, des stats qu'il y a issus de D&D Beyond, parce que D&D Beyond, ils font créer tellement de personnages. Donc, on va voir ça. On va partir des données statistiques. Donc, parmi les moins joués, à 0,02%, donc très très rare, on a les bardes et les roubards Firbolg. Toi, t'imagines un barde, donc quelqu'un qui a le don de la musique, d'accord, ce don sacré de la musique, qui est un Firbolg, donc on a vu, hein, c'était un géant plutôt sympathique. Donc là, on peut trouver ça pour le barde, ou ça. Et côté roublard, on peut trouver ce type de profil, tu vois, un Firbolg urbain, voleur, donc c'est assez atypique, effectivement, parce qu'en général, ils sont plus proches des forêts que des êtres humains, mais ça peut jouer. Donc ça, c'est très rare. Je joue quelque chose de rare, fais ça. Ensuite, on a les warlocks, magiciens, sorcereurs, firbolg. Donc ici, tu vois un warlock, sorcereur, je dirais plutôt warlock. Ici, tu as un magicien au milieu, et à droite aussi, tu vois. Donc, quelque chose d'original, si tu joues original, c'est sympa. Tu as ça aussi en féminin, avec une esthétique plutôt japonisante. Ensuite, tu as les bardes et roublards turtle, et d'ailleurs, paf, en faisant des recherches dessus, je suis tombé dessus, tu vois, ça m'a étonné. Donc, notre chère Marie Charret, donc, qui est une des joueuses principales de Critical Role, et la chérie de Mathieu Mercer, a joué un Turtle, un Bard Turtle, sur un one-shot, tu vois, c'était en novembre 2017, donc il y a un petit peu moins de 4 ans. Incroyable. Quelque part, ça ne m'étonne pas complètement, parce qu'elle a joué une druidesse, et elle a ce lien, tu vois, avec les animaux, avec la nature. D'ailleurs, elle a un petit chien à la maison, donc elle adore la nature. Donc ça m'a étonné qu'à moitié. En plus, comme l'original, elle a choisi quelque chose d'original. Donc sinon, à quoi ça peut... Donc tu imagines un barde avec des instruments de musique, un roublard, donc un voleur turtle, un regard mauvais, avec un petit capuchon éventuellement sur la tête pour se cacher. Bon, ce ne sont pas les meilleurs roublards, hein. Ils ne sont pas plus discrets, donc... Mais pourquoi pas? Si tu cherches l'originalité, fais ça. Ensuite, tu as à peu près au même niveau les rôdeurs, paladins, changelins. Donc, effectivement, les changelins font plutôt des roublards. Et effectivement, de toute façon, les changelins sont peu joués. Donc, tu vois, par exemple, ici à gauche, plutôt une rôdeuse, une barbare. Au milieu, tu as une paladine. Et à droite, une magnifique paladine, changeline. Je la trouve très belle. Style japonais, excellente. Ensuite, tu as des druides changelins. Donc, tu vois, une magnifique druidesse changelin, là. Les cheveux blancs, pas de pupilles. Et tu as un druide chibi, tu vois, à droite, qui peut être aussi un warlock. C'était bien proposé parti pour les plus jeunes. Ensuite, druide changelin. Tu peux voir ça avec le fouet à épines. Et tu peux voir ça, le côté un peu plus... qui fait peur quand même, hein, tu vois, cette espèce de capacité à créer de la vie, mélanger de la mort. Ouais, t'as toujours ce côté sombre avec le changelin. Hein. Donc si t'aimes bien jouer des personnages avec un côté sombre, fais-toi plaisir. En plus, fais quelque chose de très rare. Ou ça, toi, ce genre de personnage, j'aime beaucoup son expression, sa tristesse, sa profondeur. Druide changelin. Ensuite,
Au même niveau, on a les warlocks, les sorcereurs et les paladins d'Izarfolk. De toute façon, en gros, on a vu, c'est les peuples qui ne sont pas joués. Hein. Donc ici, tu vois, à gauche, là, tu as un paladin. Au milieu, tu as plutôt un sorcereur. À droite, c'est plutôt un sorcereur warlock, tu vois. Ensuite, les sorcereurs Izarfolk. Donc côté chibi, côté mignon, tu vois un druide. Couleur bleue. Ensuite, sorcereur Izarfolk. Bah, tu peux avoir ça, tu vois, quelqu'un qui manipule l'énergie de la fumée, par exemple, comme dans certains mangas. Ou qui manipule l'énergie magique. Paladin Izarfolk. Donc quelqu'un qui est assez solide, tu vois, avec une belle armure. C'est très rare aussi. Donc si tu veux faire quelque chose de rare, fais-toi plaisir. Les barbares changelins. Donc voilà, couleur plutôt dans les blancs. Très rare aussi, les barbares changelins, mais ça peut être classe. Surtout qu'ils sont intimidants, ils font peur. Hein. Alors, leurs yeux blancs, pupilles blanches. Ensuite, on a du coup, dans les moins joués, on a les barbares Lizardfolk. Les bardes, pardon, Lizardfolk. Donc tu vois, ceux qui aiment bien la musique. C'est original. Hein. Faire quelque chose d'original, fais-toi plaisir. Tu vas étonner les joueurs autour de la table, puis les PNJ aussi. Et ton MJ. Ensuite, tu as les barbares et les paladins Kenku. Donc à gauche, tu vois un barbare Kenku. Donc c'est assez rigolo si tu joues un personnage humoristique. Parce qu'un Kenku, tu vois, ça fait à peu près 60-80 cm, 1 mètre de haut. Donc imagine un petit truc comme ça, barbare. C'est comme tout à l'heure le Halfling qui était barbare. C'était rigolo. C'est fun. Donc souvent avec des haches apparemment. Ou des épées longues. Donc ils peuvent avoir un côté impressionnant avec leur côté noir, tu vois, leurs yeux profonds. En paladin, bah, tu peux avoir ça, une paladine. Hein. Ça peut être classe aussi, c'est drôle, c'est original. Très bien. Maintenant, à ton avis, quel est le couple classe-peuple le plus joué à D&D? Eh bien, au numéro 10, on a le moine humain. Effectivement, sur mes tables, j'ai régulièrement eu des moines, des moinesses humaines. Donc, tu vois, ça peut donner ce genre de choses. Des gens très agiles, qui sont sur une démarche spirituelle poussée, et qui se battent de façon assez aérienne avec leurs poings, avec leurs pieds, éventuellement avec un bâton ou une lame. Les paladins humains, donc ça, c'est un grand classique. Hein. On a vu sur la campagne Roll and Play, par exemple. Ça plaît beaucoup aux garçons. C'est très masculin, mais on peut aussi jouer des filles, il n'y a pas de souci. Paladine. Ensuite, numéro 8, on a les Warlock Tiflins. Donc le Warlock Tiflin, c'est un grand classique. Hein, où le Tiflin garde son ancrage et sa connexion avec les plans infernaux. D'accord. Il a souvent un patron qui est un démon. Ensuite, on a les clercs humains. Donc un humain, clerc, classique. Hein. Donc souvent à la fois un mélange entre guerrier, mais aussi quelqu'un qui prend soin des autres, un très bon soutien, notamment dans ces sortes de soins. Tout c'est un paladin de la vie, comme on voit ici, de lumière. Tu peux avoir un côté chibi, plutôt animé, hein, avec cette paladine. Cette claire, pardon, charmante. D'ailleurs, parfois, la frontière entre paladin et clair, elle peut être assez subtile, hein, d'accord. Ça dépend où tu mets ta priorité. Si tu veux avoir une priorité, quelqu'un qui est un peu plus guerrier, tu vas choisir plutôt le paladin. Tu mets plutôt la priorité sur la lumière, le soin, prendre soin des autres, tu vas plutôt choisir le clair. Ensuite, numéro 6, on a le classique magicien elfique, d'accord. Les elfes, du fait de leur côté connecté à la nature, leur essence magique, d'accord, leur essence féerique, ont cette affinité forte avec la magie. Et du coup, ça se trouve facilement parce que beaucoup de magiciens sont des elfes, d'accord, et passent des centaines d'années à étudier des livres, des sorts. Et tu peux avoir aussi l'équivalent chez les elfes noirs, d'accord, chez les drôles, avec les prêtres et les prêtresses de Lot. Roublard elfique aussi en 5e position. Très bien, parce qu'effectivement, les elfes sont très agiles, donc ça fait des bons roublards, notamment les elfes noirs, tu vois, au milieu. Ou des elfes citadins. Hein. Ensuite, tu as le magicien humain, d'accord, en 4e position, à 2% des fois. Donc, souvent, un homme d'un certain âge, entre 50 et 70-80 ans, mais qui peut être jeune aussi, hein, habillé souvent dans des tons bleus, d'accord, associé au mental, la réflexion, quelqu'un qui a l'expérience. 3e position, le roublard humain, à 2%. Donc voilà, un humain, roublard. Donc à la fois une classe très jouée et un peuple qui est très joué, donc c'est classique qui arrive. 3e position. Tu as plusieurs possibilités, hommes, femmes, hein. Donc des gens discrets, qui ont souvent l'appât du gain, qui font partie de guides. Rôdeurs elfiques. Donc tu peux avoir différents types de rôdeurs elfiques. Hein.
des hommes, des femmes, de différents peuples. Donc très souvent, ce sont des elfes des bois, des hommes, des femmes. Hein. Ici, on n'a plus des femmes, des hommes. On reconnaît leurs traits, hein, et notamment leurs oreilles pointues. Et enfin, numéro 1, guerrier humain, d'accord? La classe a pu jouer, avec le peuple a pu jouer. Donc les femmes, comme tu vois ici, des hommes, des bons guerriers. Voilà. Souvent qui manipulent plusieurs armes différentes, qui sont experts dans l'art du combat. Donc 4% des fois. Donc effectivement, tu vois, par rapport à la moyenne, donc on est à 4%. Et si on faisait les stats moyennes, en gros, si je me souviens bien, tu avais 20 par 12, tu avais 320, donc ça avait 0,3% de chance, grosso modo, d'avoir un truc moyen. Bah là, tu avais du coup 4%, donc tu vois, tu as à peu près 10 fois plus de chances de trouver en moyenne le guerrier humain que quelque chose d'autre. Et sur les derniers, tu vois, qui sont sortis, eh ben, ils sont à peu près 20, 30 fois moins courants que la moyenne. Très bien, donc on arrive tranquillement à la fin de ce quiz épique. Je commence à fatiguer. Donc à ton avis, quelles sont les classes les plus difficiles à jouer? Eh bien en fait, les classes les plus difficiles à jouer, d'abord, ce sont les lanceurs de sorts. Pourquoi? Parce que souvent, il faut les préparer le matin, d'accord? Il faut réfléchir tous les jours. Et à chacune des circonstances, il faut choisir quel sort on va utiliser. Donc le lanceur de sorts le plus facile à prendre en main au début, c'est le barde, d'accord? D'une part, parce qu'il a moins de sorts, d'accord? Il a accès à moins de sorts. Et d'autre part, parce qu'il a d'autres capacités de soutien qui sont intéressantes. Donc effectivement, il y a plusieurs capacités, il y a les inspirations, tu vois, utilisées à bon escient. Donc il est relativement difficile, mais parmi les lanceurs de sorts, je pense que c'est un lanceur de sorts le plus facile. Ensuite, parmi le deuxième le plus difficile, tu vois, les lanceurs de sorts, c'est le clerc. Donc lui qui va préparer ses sorts tous les matins, ça c'est clair. Et il faut bien choisir tous les matins les sorts dont tu vas servir en fonction de ce que tu estimes qui sera nécessaire pendant la journée. Sinon, tu sais jamais ce qui va se passer en journée, donc c'est pas évident. Ensuite, tu as le druide, parce qu'en fait, il peut changer de forme, d'accord? Il peut se transformer en animal. Donc, il faut bien connaître les animaux, leurs capacités, et choisir en fonction de circonstances en quel animal tu veux te transformer. C'est super passionnant, moi j'adore les druides, les druidesses. Et le magicien, qui est vraiment effectivement le lanceur de sorts par excellence, mais aussi le plus difficile à jouer, parce qu'il a une liste de sorts pléthorique, et il faut vraiment tous les matins qu'il prépare les bons sorts, ok? Donc là, c'est le plus difficile, donc effectivement, si tu te lances, je te recommande d'éviter le magicien à tous les coups. Et à ton avis, quelles sont les classes les plus faciles à jouer? Eh bien, en fait, classiquement, ce sont les classes martiales, d'accord? Les guerriers, les voleurs. Donc le voleur, en fait, il est relativement simple, il faut juste bien maîtriser la notion d'attaque sournoise, sinon il est relativement simple à utiliser. D'ailleurs, quand j'ai repris les jeux de rôle il y a 4-5 ans, j'ai commencé par un roublard. Le barbare aussi est très simple, il faut juste bien gérer les rages, d'accord? Gérer sa jeu de rage, et gérer les temps de rage, et bien penser au bonus lié à la rage, d'accord? Donc si tu aimes bien jouer des personnages qui sont dans la colère, c'est un très très bon parti. Ensuite, le ranger aussi, le rôdeur, est relativement facile à utiliser. Petite subtilité quand même, il faut penser, tu vois, à la marque du chasseur, si tu l'as, donc à bien l'utiliser. Et si tu es un rôdeur arcanique, il faut penser à te dire que tu peux avoir des flèches magiques. Il faut penser à ajouter le modificateur de dommage. Donc tu as une petite subtilité, mais grosso modo, c'est assez simple. Et le guerrier, en fait, qui est quand même la classe la plus difficile parmi ces classes de combattants, parce qu'en fait, à partir du niveau 3, tu peux avoir accès aux manœuvres, donc il faut bien choisir les manœuvres que tu as, il faut bien adapter ton style de combat à ton équipe et aussi aux adversaires que tu as en face. Donc, parmi, tu vois, les classes, entre guillemets, les plus faciles, pour moi, c'est le plus difficile, le plus technique. Donc, en gros, tu vois, pour récapituler, si tu veux commencer, je te recommande à choisir soit un voleur, soit un barbare, ensuite évoluer vers un guerrier, ensuite évoluer vers un barde, ensuite évoluer vers un druide, magicien à la fin, d'accord? Et si tu veux vraiment commencer par le difficile, tape directement le guerrier pour les combattants et tape directement ce magicien. Mais franchement, c'est vraiment te difficulté. Hein. Et ensuite, à ton avis, quelles sont les classes de difficulté moyennes à jouer? C'est tous les autres, hein, les moines. Le moine qui est un combattant, mais il faut bien gérer ses points de ki, d'accord? Donc, il faut utiliser discernement c'est qui, parce que faut savoir si c'est le moment propice pour l'utiliser ou pas. Donc, c'est assez subtil. En plus, il faut aller au corps à corps, comme ils se battent plutôt à main nue. Il faut vraiment oser aller au corps à corps, c'est pas évident. Le sorcier, qui est effectivement un des lanceurs de sorts les plus faciles, mais bon, il faut quand même penser au pacte, avec les capacités du pacte, donc c'est moyennement facile. Et le paladin, qui est un mix entre guerrier et clerc,
donc le côté magique et le côté guerrier. Donc c'est bien parce qu'il est assez flexible. Par contre, il n'est pas vraiment spécialiste. Mais bon, faut bien réfléchir, notamment aux quelques sorts que tu as préparés dans ta journée. Et enfin, leur sorceleur, très puissant, une station de magie très efficace, mais qui nécessite de bien maîtriser comment fonctionne la magie pour bien utiliser. Donc ça peut être frustrant. C'est une frustration dont je ne te recommande pas de prendre au début, mais si vraiment ça te parle, vas-y, fonce. Mais effectivement, il permet d'avoir une belle flexibilité au cours du combat, donc c'est vraiment sympa. Tous aiment bien l'expression de la magie de façon la forme la plus brute. Très bien. Et ben c'est la fin de ce diaporama, c'est la fin du quiz. J'espère que ça t'a plu. Je vais mettre en gros. J'espère que ça t'a plu, tu vois, le temps qu'on a passé ensemble. En tout cas, je me suis bien amusé à proposer ça pour toi. C'est la fin de la vidéo. Donc, like, commente, souscris la chaîne et laisse en commentaire ce que tu as ressenti par rapport à ce quiz. Je te fais un gros bisou, je t'aime, je te dis à très bientôt. Merci, gros bisous.